Et ben on est au Vidéoclub de la Butte avec Martin Darondeau pour Salut. la sortie de la Comédie Française le 22 juillet en salle. Exactement. Est-ce que tu peux nous pitcher le film ? Le film, c'est l'histoire de Nina qui fait sa première mise en scène à la Comédie Française. On est à 3 heures du lever de rideau et elle va devoir gérer une multitude de galères avant ce lever de rideau. Et la règle à la Comédie Française, c'est qu'on n'annule jamais. Et donc, c'est comment elle va faire pour jouer malgré tout. Alors il y a un petit côté course contre la montre, Ouais. il y a vraiment plein de péripéties un peu angoissantes en vrai sur ce Ouais, place de là. ouais, un peu, c'est vrai. Et c'est vraiment un film d'interprétation, Ouais. puisque vous avez la particularité de ce film, c'est que vous avez Que des comédiens de la Comédie Française. Ouais, donc c'est tourné à la Comédie Française avec des acteurs de la Comédie Française et vraiment sur tout le cast, c'est-à-dire du premier rôle interprété par Pauline Clément jusqu'au plus petit rôle. Il y a Julie Sicard qui est sociétaire à la Comédie Française qui a vraiment 2 phrases dans le film par exemple. Voilà, on tenait vraiment à ce que ce soit un film de troupe qui raconte la troupe, même si c'est évidemment pas un documentaire. C'était hyper important pour nous et c'était la belle contrainte qu'on s'est imposée avec Bertrand Huskla avec qui j'ai co-réalisé le film. C'était une première pour la Comédie Française de se réunir comme ça dans un projet audiovisuel. Ouais, c'était une première, un film qui parle de la Comédie Française sur son histoire contemporaine, avec autant de comédiens du français, ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première au Grand Rex, ouais. Et je me suis régalé. Franchement, j'ai passé un délicieux moment. Bon, alors après, c'est vrai qu'ici, on n'a pas l'habitude de prendre des films qu'on n'a pas aimés. Heureusement. Parce que pas le temps. Voilà, exactement. Il y a tellement de bons films en vrai, mais c'est rare de voir une comédie aussi bien rythmée, qui parle à tout le monde comme ça. Je veux dire, on en a des exemples dans l'histoire de la comédie française, de films qui se démarquent par justement cette qualité d'écriture et où d'un coup tout le monde fait sens et tout, et là on a le sentiment d'assister à quelque chose un peu comme ça. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'ici on fait la recette des films qui font l'actu façon Club Sandwich, ouais. Donc on va essayer de détailler de la comédie française à travers d'autres films, et essayer comme ça de fabriquer une petite recette de ton film. Très bien, faisons ça, avec plaisir. Et on va démarrer avec un film dont je n'ai pas la jaquette. Dommage. Car il a été loué. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on est dans un vidéoclub. Ouais. Et ce film, c'est On ira. De Enya Barrow. Bien sûr. Que tu as co-scénarisé. Que j'ai co-scénarisé, exactement, et coproduit. Ouais, bah alors on ira, c'est moi, ça sera toujours mon... Alors c'est pas mon premier film parce que je l'ai pas du tout réalisé, c'est le film d'Enya toute seule, mais c'était mon premier projet au cinéma, quoi. C'est le premier film que j'écris et qui se transforme en long métrage et qui se tourne. Donc j'ai une affection particulière pour ce film. Et ce qui était assez chouette avec ce film, c'est qu'Enya, donc c'est l'histoire, peut-être qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas encore vu ce film, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a un retour de cancer et qui décide d'aller finir ses jours en Suisse, et comme elle n'ose pas le dire à sa famille, elle dit qu'il y a un héritage à aller chercher en Suisse, et toute la famille part pensant aller chercher un héritage, alors qu'en fait ils vont pour dire au revoir à la grand-mère sans le savoir. Et donc c'est une histoire qui tenait très à cœur à Enya parce que c'est l'histoire peu ou prou l'histoire de sa grand-mère. Et en fait, moi, mon but sur le film, c'était comment on ramène de la comédie là-dedans. C'est qu'on voulait en faire... Enfin, Enya voulait en faire une comédie, dramatique certes, mais comédie quand même. Et donc, c'est comment on ramenait de la comédie dedans. Et en fait, c'est assez... Il y a un peu des rapports de comédie similaires à de la comédie française. C'est comment... Enfin, dans une situation très grave, tout est beaucoup plus drôle. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose entre une grand-mère qui va avoir recours au suicide assisté et une metteuse en scène qui doit jouer son spectacle coûte que coûte. C'est évidemment à 2 échelles différentes, mais c'est une situation très très rude. Et comme la situation est très rude, la comédie, il suffit d'un tout petit déplacement pour que la comédie devienne tout de suite intéressante. Dans les 2 films, il y a aussi la constitution d'une équipe qui se fait un peu par la force des choses. Alors les gens avec qui on doit rester, puisque c'est la famille, et aussi des gens qui se rajoutent et qui viennent apporter leur touche. Il y a quand même cette volonté dans les 2 films de constituer une équipe de gens qui sont soit qui n'ont pas forcément envie, soit qui n'ont pas forcément... qui s'allient pas toujours pour des raisons évidentes. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a de ça. Et puis la troupe de la Comédie Française, c'est une famille, donc il y a aussi ce rapport-là.
Et dans les deux films, il y a, comme tu dis, des gens qui ne sont pas de la famille, qui sont des pièces rapportées. Le rôle de Pierre Lotin dans Nira, qui est l'aide-soignant, quoi, qui vient aider, et qui lui, pour le coup, connaît le mensonge de la grand-mère. Et de l'autre côté, dans Comédie Française, il y a la troupe, et il y a des gens qui viennent s'agglomérer, par exemple, le rôle de Sephora Pondy, qui joue une maquilleuse, qui n'est pas de la Comédie Française dans le film, et qui est un peu, oui, la porte d'entrée aussi pour le spectateur, de découvrir cet univers et qui ne connaît pas les rouages. Alors, si je t'ai proposé On ira, c'est parce que tu l'as dit à demi-mot, c'est mon premier long métrage, même si tout de suite tu te reprends en disant que c'est le premier film. C'est mon premier projet au cinéma, voilà, pour être clair. T'es aussi quelqu'un qui aime travailler en équipe. T'as beaucoup de fonctionnement de binôme dans ton parcours, que ce soit dans ta période Canal+. Avec Jordi. Ensuite t'as travaillé sur Brut. Ouais. Donc avec Bertrand et par extension avec Yes Vous Aime. Et Enya. Et Fleur Bleue, qui a eu aussi une belle trajectoire. Ouais. Et qui est un peu le... Je sais pas quelle est la temporalité de Fleur Bleue, mais en tout cas qui arrive un petit peu dans les prémices de On ira. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que On ira, c'est un projet... Enya me parle du projet... en 2018 à peu près, quand on était en train de réaliser un court-métrage ensemble, on était déjà en train de co-réaliser un truc. Et donc elle me parle de On ira, on écrit On ira ensemble à partir de... Elle avait déjà fait une première version, mais on réécrit ensemble à partir de 2019, et on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le monter, et comme on n'arrive pas à le monter, Enya se dit tiens, je ferais bien un programme court, une nana au lit, ok, et ça devient Fleur Bleue. Et en fait, c'est en attente. On n'y arrive pas parce que vous n'arrivez pas à débloquer l'écriture, ou parce que c'était un truc de financement, parce qu'on n'arrive pas à le financer. Ouais. Parce que ça a été long, c'est ça. Parce que tout le monde nous dit déjà c'est un premier film, c'est un sujet pas facile. Le scénario a quand même mis du temps aussi à se faire, il y a plusieurs versions. Et donc du coup Enya a dit tiens, moi j'en ai marre d'attendre, allez on fait un programme court, ok, tac, et donc Fleur Bleue naît de cette attente. Et en fait du coup les deux projets sont concomitants. Enfin il y a un truc où on finit, si je me trompe pas, oui c'est ça, on finit de tourner On ira et on tourne la saison 2 de Fleur Bleue. Donc en fait la saison 1 est sortie alors qu'on est en préparation du film. On tourne la saison 2 alors qu'Enya est en montage de On ira. Et donc tout ça sort un peu en même temps. Donc on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui se font en même temps. On se dit oh là là, mais en fait c'est juste que non, le film a mis du temps à se faire et voilà. Il y a un dernier point sur On ira que je voulais aborder, c'est la présence du chef opérateur Hugo Paturel, que je déteste. J'imagine. Une personne exécrable. Puisque c'est lui aussi qui fait la lumière et le cadre de la comédie française. Ouais. Il y a des vrais partis pris très forts dans cette mise en scène au global. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous avez travaillé tous ensemble, évidemment. Hugo, Et j'avais une vraie question par rapport à ça. C'est vraiment des choix que vous posez dès le départ, ou est-ce que ça naît aussi de la contrainte de tourner dans cet endroit-là? Parce qu'il y a beaucoup de grands angles. Sur Comédie Française ? Ouais. Sur Comédie Française, ce qui est sûr, c'est qu'on a une contrainte dès le début, c'est qu'on a 15 jours de tournage. Ouais. Donc quand tu as 15 journées, forcément tu réfléchis ton film différemment. Nous, on voulait, avec Bertrand, avoir des plans séquences. Par exemple, je pense à un exemple, pour montrer les lieux et vraiment spatialiser un peu la comédie française. Mais on voulait pas faire Birdman, parce que Birdman, c'est Birdman et on n'aurait jamais fait évidemment aussi bien que Iñárritu. Et voilà, on voulait pas souffrir à la comparaison non plus. Donc on s'est dit, on va pas faire un film en plan séquence, malgré que ce soit un truc un peu en temps continu, mais on en a besoin. Et puis surtout, on s'est dit, nous, on est une comédie, donc une comédie, t'as besoin de montage, t'as besoin de rythme. Et une comédie en plan séquence, c'est quand même hyper difficile. Et donc après, les choix se font un peu naturellement. Et puis oui, le temps te dirige vers ta mise en scène. Mais malgré tout, on a essayé avec Bertrand et donc avec Hugo de réfléchir à un découpage qui nous plaisait, où on réfléchissait à des idées de mise en scène. Hugo a eu une super idée très vite. Il nous a dit, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un zoom pour ce film. D'un énorme zoom, vraiment, où on peut vraiment aller chercher très serré et très large. Et à partir du moment où il nous a dit ça, en fait, ça nous a donné plein d'idées avec Bertrand. On s'est dit, ah putain, mais ouais, c'est une bonne idée pour montrer, pour rester. On peut faire des plans séquences, mais tout en étant fixe. Et il y a des plans dans le film, je vais pas spoiler, mais il y a un plan à l'atelier costume, qui est un plan séquence avec, c'est un zoom avant, qui dure peut-être 3 minutes.
Et en fait, ça nous a donné plein d'idées comme ça. Le premier plan du film, c'est un dézoom sur Comédie Française Place Colette. Voilà, et du coup, on l'a utilisé à bon escient. Enfin, on a essayé. C'est marrant parce que tu dis ça, tu vois, ça me fait penser aussi que cette séquence en particulier, donc on garde les costumes. Le secret, ouais, Ouais. Le zoom a en plus aussi une fonction, c'est-à-dire qu'il se rapproche au plus près de ce personnage qui à ce moment-là subit un regard de plus en plus cruel. Ouais. Et donc il y a quand même ce truc où à la fois on est dans un rapport esthétique et où en même temps d'un coup ce mouvement vient soutenir un sentiment. Ouais. C'est hyper smart et vraiment j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de caractère dans cette mise en scène. Ça peut paraître simple, mais je trouve qu'il y a une vraie plus-value là-dedans, en tout cas c'est très cool. Ouais, parfois c'est pas vouloir faire un découpage avec 15 000 plans que tu rends le truc intéressant. Parfois justement la simplicité est le truc le plus efficace, quoi, le plus intéressant. Et là je pense que pour cette séquence c'est ce qu'il nous fallait. Trop bien. Du coup tu as abordé un petit point qui m'emmène vers notre deuxième film, qui sera notre petite sauce. Ouais. Tu as parlé de temps d'écriture, de temps de tournage. C'était un temps assez resserré. Et ça m'a fait penser à un autre film, une autre comédie qui a eu pas mal de succès ces derniers temps. Dont tu as la jaquette. Ces dernières années, dont j'ai la jaquette. Car il n'a pas été loué, lui. Pas encore. C'est Yannick Dupieux. Et donc il y a à la fois ce truc de production très resserrée, dont tu vas me parler, qui est vraiment super intéressant sur de la comédie française. Mais il y a aussi, à mon sens, un truc d'effet un peu miroir, un peu en négatif sur ce que le film porte. C'est-à-dire que là, on a un regard un peu dur du spectateur sur le théâtre, et de la comédie française, on te montre les coulisses de tous ces efforts. Il y a un peu un truc comme ça, je sais pas ce que t'en penses. Il y a un truc qui est encore même plus que ça. Le rapport entre Yannick et le film de la comédie française, c'est que jamais on fait de la comédie française si Yannick n'existe pas. Je m'explique, c'est que les producteurs de Yannick sont les producteurs de notre film. C'est Atelier de production, les frères Verrag et Louise Nadal. Et en fait, à la base de la comédie française, c'était une série qu'on développait déjà avec Atelier de production et personne n'en voulait. On a passé 1 an à travailler et toutes les chaînes de télé nous ont dit c'est pas pour nous, bon, peu importe. Et donc nous, on met vraiment le projet de côté avec Bertrand et Pauline. Et en fait, c'est nos producteurs qui nous rappellent 2 mois après en nous disant mais nous, on y croit à votre projet de comédie française. Venez, faites un long métrage autour de la comédie française, parce que comme on avait des jours bookés à la comédie française, comme il y avait des travaux, il y a des travaux cette année, donc l'année dernière, il n'y avait pas de répétition, donc il y avait des créneaux de libre, on pouvait tourner. Et les producteurs nous ont dit, c'est trop bête, on a des créneaux, tournons un truc, écrivez un truc. Et donc ils nous ont pris l'exemple de Yannick, ils nous ont dit, Yannick, on a tourné en 6 jours, trouvez un truc, ça sera peut-être juste un geste de cinéma, mais c'est trop dommage. On sait faire vite et on sait faire avec peu d'argent, on a fait Yannick. Et donc c'est vraiment l'expérience de Yannick, le fait que Quentin ait réussi à tourner hyper vite, que le film puisse financer aussi très très vite, ça a donné envie aux frères de renouveler, je crois, l'expérience. Donc en fait ça part de là. Et après finalement on fait un film un peu plus long que Yannick, et où il y a quand même plus de personnages, plus de décors, etc., etc. Mais donc il y a une vraie filiation entre ces 2 films. Et après, sur les autres liens, oui, bah effectivement, il y a un regard sur le théâtre. Alors, dans Yannick, c'est un regard sur le théâtre privé, les grosses comédies de boulevard, parfois un peu lourdes, et c'est un spectateur qui à un moment se lève et dit « moi j'en ai marre de subir ça ». Et nous, c'est un regard sur le théâtre public, alors qui plus est la comédie française. Et c'est les coulisses de ça, et c'est surtout, on n'est pas du tout du côté du spectateur, quoi. C'est le spectateur qui s'invite dans les coulisses plutôt, donc c'est quand même différent, mais oui, ça reste un regard sur le théâtre. Pour moi, le spectateur dans votre film, il est omniprésent. Oui, bien sûr, on invite le spectateur dans les coulisses. Et puis, mais on n'incarne pas le spectateur. Non, on incarne une metteuse en scène. Mais par contre, il est toujours au cœur du sujet. C'est-à-dire que bien sûr. Cette nécessité de jouer quoi qu'il arrive, c'est pour satisfaire le public. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est aussi un truc d'expérience en fait. C'est aussi que Pauline, qui a quand même participé pas mal à l'écriture, elle amène aussi son vécu là-dedans. Et ça ne veut pas dire que tu peux ne pas être cruel à l'égard de certains aspects des comédiens et du théâtre en lui-même. Ouais, c'est ça qui était bien, c'est que vraiment la comédie française nous a fait confiance. Et évidemment, ils ont relu le scénario, ils avaient leur mot à dire, ils sont coproducteurs, mais ils ont
fait rien couper du scénario. Ils ont vu le montage évidemment avant tout le monde et ils n'ont rien fait couper du montage. Ils nous ont fait extrêmement confiance. Ils ont accepté que de temps en temps on se moque d'eux, on aille un peu loin et ça leur a plu. Ouais, en fait, il y a ça, c'est qu'il y a plein de moments où justement on peut penser que ces personnages-là sont un peu caricaturaux sur certains aspects, etc. Mais en même temps, on arrive complètement à accepter un peu leurs exubérances, leurs coups de sang, etc. Ouais. Aussi parce que le personnage de Pauline Clément est très ancré dans le réel. Dans le réel, dans sa réalité. Bah, c'est le leader rythmique du film. Qui est un peu un cas d'école de ces films où tu as un leader qui a un but et autour de lui une bande de zozos qui ne font que retarder le héros. Tu sens que là-dedans, ce que tu disais par rapport à son écriture, Quentin Dupieux amène quelque chose d'un peu acerbe et tout, très certainement par rapport à sa vision du rapport au public ou de rapport à la création, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on sent aussi du coup l'expérience de la comédie française à travers l'apport de Pauline et très certainement de vos discussions, de vos échanges. Mais il y a aussi des aspects plus humains qui sont venus nourrir l'écriture, notamment sur sa féminité, pour garder un peu le secret des rebondissements. Et tout ça, ça nourrit énormément le film au-delà même de ce compte à rebours et de cette mise en place de comédie. Ouais, tout de suite, on a voulu quand même faire une comédie populaire, etc., mais d'avoir un fond et de raconter quand même quelque chose avec ce film. Et ce qu'on a voulu raconter, c'est à quel point c'est difficile pour une comédienne, une metteuse en scène à la comédie française, mais c'est universel et c'est vrai dans tous les métiers, de gérer à la fois sa vie de mère et sa vie professionnelle. Elle le dit à un moment dans le film. Elle dit quand je suis au théâtre, je pense à racheter des couches et au rendez-vous chez le médecin, et quand je suis avec mon petit, je pense à ma mise en scène, au décor et au costume. Et c'est un truc, c'est en discutant avec Pauline, avec différentes comédiennes de la comédie française qu'on a ressenti que c'est quelque chose qui était assez dominant et qui est dominant dans évidemment plein de secteurs professionnels. Donc on s'est dit tiens, il y a aussi un truc à raconter peut-être un peu plus intelligent que juste des gags dans le film. Ouais, non mais ça s'insère d'une manière très douce dans le film en fait. C'est ça aussi oui, on a essayé, voilà. C'est ça qui est chouette. Bien sûr. Et par rapport à ce que tu dis sur le fait que ça vient, c'est une problématique que tu retrouves dans plein de métiers, ce qui est complètement vrai, mais le rapport à la parentalité, là, ça vient toucher aux sentiments, et les sentiments, c'est ce que tu travailles en tant que comédien, donc forcément, d'un coup, tu dois créer une espèce de dissociation émotionnelle, peut-être un peu plus forte qu'à d'autres endroits, ce qui, à mon sens, donne encore un peu plus de saveur à tout ça. Enfin, en tout cas, c'est un des enjeux dans le film, à un moment donné, de savoir si c'est possible de gérer les deux. Toutes ces émotions-là d'un coup. Ouais, bien sûr. Je vais pas donner la réponse qu'on donne dans le film, mais oui, c'est une vraie question. Surtout que c'est une réponse en soi qui, bien sûr, après, bien sûr. C'est libre à chacun de ressentir sa parentalité comme il l'entend. Exactement. Et ça nous amène vers troisième film. Un troisième film. C'est le petit instant fraîcheur. Ouais. Puisqu'on est sur les crudités. Ouais. Et qui dit film de troupe dit. Le Splendide. Oui, bien sûr. Comment passer à côté de ça? Oui, les bronzés. C'est monstrueux, quoi. Ouais. Il y a un peu deux troupes de la comédie française. Il y a évidemment la comédie française. Ouais. Mais il y a aussi une partie de votre expérience de Brut, puisque Bertrand, Pauline et moi. Comment on fait pour réussir à orchestrer tout ça en ménageant les égos de tout le monde et en arrivant à trouver sa place à soi-même? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Il n'y a pas eu d'histoire parce qu'il n'y a pas eu d'ego. Ça s'est fait très simplement entre nous, avec Bertrand. On a réalisé le film. On l'a écrit ensemble avec Pauline et aussi, je tiens à dire, avec Clémence D'Argent, qui est la 4e scénariste du film.
nous, on était à notre place avec Bertrand. Pauline, elle avait une autre place aussi de collaboratrice artistique parce qu'elle est du français, et donc elle a amené énormément de son expérience. Et au-delà de ça, on n'aurait pas pu faire le film sans elle, parce que c'est aussi parce que la Comédie Française avait confiance à Pauline que la Comédie Française a eu confiance en nous. Et après, après, pour ce qui est de gérer la troupe du français, enfin, je veux dire, ils sont tellement professionnels. Et à partir du moment où ils ont dit, bah ok, le scénario, ok, on y va. Après, on bosse, quoi. On travaille. C'est des gens qui sont disciplinés, qui sont pros à l'heure, ils connaissent leur texte, ils savent ce qu'ils jouent. En plus, ils sont en troupe. Donc, c'est comme une équipe de foot qui a l'habitude de jouer ensemble, quoi. Ça va vite, ça circule. Tu tournes chez eux, donc aussi ils sont en confiance. Tu parles d'eux, donc ils ont envie aussi de dire des choses. Non, il n'y avait pas besoin de gérer des égos. Franchement, ça s'est fait très très simplement. Et avec Bertrand, on aurait pu se dire, putain, on n'avait jamais co-réalisé ensemble. Et c'est compliqué de co-réaliser. Parce que co-réaliser, c'est faire. C'est pas le film de Bertrand, c'est pas le film de Martin, c'est le film de Bertrand et Martin. Donc il faut vraiment que ça soit une vision commune. Et une vision commune qui ne soit pas des compromis. Parce que si c'est pour dire. Bon, bah ton idée, je l'aime pas, mais bon, bah en séquence 1, tu fais ça, ça sera nul, tant pis. Mais par contre, tu me donnes mon truc en séquence 2 et tu fais que le film comme ça, bah ça n'a ni queue ni tête. Donc en fait, on se forçait avec Bertrand vraiment à toujours être d'accord. À se dire, ok, tu n'aimes pas mon idée, ok, pourquoi tu n'aimes pas mon idée ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans mon idée ? C'est peut-être pas mon idée que t'aimes pas, c'est la manière de le faire, etc. Donc parfois, on parlait comme ça, parfois pendant 1 heure, d'un plan, d'un cadre, d'une vanne. Et parfois, c'est « Ah, je comprends ce que tu n'aimes pas, mais en fait, si on va par là, ça te plaît, oui, mais moi aussi, en fait, ça marche très bien, et c'est en fait, ce qui te gêne, moi, ne me gêne plus du tout. » Enfin, voilà. Et donc, ça s'est fait que comme ça, d'améliorer les idées et de ne pas faire de compromis. Oui, ce que tu disais, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais il y avait un peu une notion de troisième idée. C'est-à-dire, t'as ton idée, j'ai mon idée. Et c'est comment on en trouve une troisième qui nous va à tous les deux. Exactement, mais vraiment, je tiens vraiment à inciter sans faire un compromis. Il n'y a pas eu de compromis dans le film, ni à l'écriture, ni au tournage, ni au montage. J'ai une question par rapport à ça qui me vient là, parce que justement, comme le temps de production est assez court, le temps de tournage est assez court, je me suis demandé en regardant le film s'il y avait des choses que vous aviez coupées. Non, très peu. Franchement, non. En fait, on a un peu raboté des séquences. Ouais, en termes de, un truc de timing. Voilà, quoi. de timing, il n'y a pas une qui marche pas. Il n'y a pas une séquence où vous vous êtes dit genre, bon, là ça. Non, pas du tout. Pas du tout parce que le film est vraiment 3 petits chats, chapeau de paille quoi. Enfin, si t'en retires une, le film il tombe, tu comprends plus. C'est un peu ça. En fait, on sent, je trouve, que la dynamique de l'écriture, elle tient pendant tout le film et ça fait une musique un peu, tu vois. Bah, c'est gentil. Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire. En fait, on savait qu'on devait faire un film court. Le film, il fait 1h15. On savait que ça pouvait pas être plus long parce qu'il fallait le temps de l'écrire. Enfin, si on voulait l'écrire en 2 mois et pouvoir le tourner en 15 jours et le financer vite, à un moment, on ne pouvait pas faire un film de 2 heures, quoi. Donc, on s'est obligé à faire une forme courte et donc une forme où chaque séquence raconte quelque chose et fait avancer l'histoire. Et en plus, 1h15, en plein milieu de l'été, c'est vraiment le timing parfait. Tu manges, tu vas au cinéma à 14, tu vas un petit plouf, voilà, et tu sors 15h15, piscine. Bah voilà, ou piscine au cinéma, ça marche aussi, il y a des séances à 20h. Oui, bah écoute, en fait c'est marrant, moi j'avais un peu le flip, dire la vérité. Je me disais, putain, j'ai peur que le film soit trop court. Et que les gens se disent, ouais, un film court, c'est bon, j'ai pas au cinéma pour voir un film court, quoi. Et j'avais vraiment ce film. Bon, on verra le film, là à l'heure où on se parle, le film n'est pas encore sorti, donc on verra. Mais en fait, quand on montre là le film en avant-première, on a fait beaucoup d'avant-premières, les gens nous disent « Ah, merci un film d'1h15, enfin un film court, on adore, on rentre en fait on a envie de le voir parce qu'on sait aussi que c'est court, quoi. » Et donc, bah, c'est super. Parce qu'en plus, vous offrez le luxe de sortir entre Nolan et Spider-Man. Ouais. Qui sont des morceaux, quoi. Ouais. Donc peut-être vous allez être le petit snack de l'été. Et ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, après, les propositions sont tellement différentes. Enfin, Nolan, le film, je pense qu'il est extraordinaire. Le gars, il fait l'Odyssée, quoi. C'est vraiment le rêve de tout le monde. Enfin, vraiment, c'est la fin de ta vie. Tu dis, bah, maintenant, je fais Homer, quoi. Voilà, je fais l'Odyssée. Qu'est-ce qu'il y a ? Et bah, je pense que le film est dingue, vraiment. J'ai hâte de le voir. Mais c'est tellement une autre proposition. Je pense que le film doit faire 3 heures. Nous, ça fait 1h15. Espèce de fresque, voilà. Et bah, nous, c'est une comédie populaire. Donc, c'est vraiment 2 propositions très différentes. Est-ce que ce serait pas votre film un peu l'Odyssée du théâtre ? C'est un peu l'Odyssée du théâtre, exactement, ouais. T'as raison.
Pour en revenir au Splendid, Ouais, en fait, c'est vrai que forcément, je pense à ça parce qu'il y a cette fluidité dans le jeu, ce que tu disais, les automatismes, vraiment ce truc de troupe qui est fabuleux, quoi. Et alors, tu vois, c'est marrant sur les bronzés. Ah, regarde, je peux prendre les DVD? Bien sûr. Alors, les bronzés 1, j'aime beaucoup. Ouais. Évidemment, j'aime les 3. Et je l'ai revu il y a pas longtemps, et en fait, ça parle beaucoup de cul. Ouais. Et j'avais oublié que ça parlait autant de cul, quoi. Oui, parce qu'il pense qu'à baiser. Mais c'est fou, j'avais oublié que c'était autant ça. Et c'est toujours aussi drôle, et je me marre toujours autant, mais j'avais oublié que c'était beaucoup porté là-dessus. Le 2 est pour moi le chef-d'œuvre absolu, au ski. C'est marrant parce que moi aussi, moi aussi, j'ai tendance à, tu vois, parce que quand j'étais gamin, j'allais vachement au ski avec mes parents. Ouais. Et je crois que je suis un peu en train de réévaluer celui-là, où en fait, il y a pas mal de répliques qui me reviennent à mort. Ah non, mais il y a des trucs extraordinaires. Non, mais les deux sont fous. Et pour parler du 3, non, mais tu veux réhabiliter les bronzés 3 ? Je vais pas réhabiliter, et si tu me demandes, évidemment, moi, mon avis, c'est que je pense que c'est le moins bon des 3. Ok, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'il faut le revoir, parce qu'il y a des moments, il y a vraiment des dialogues qui sont hyper drôles. Ouais, je me souviens que de la fin, en fait, que finalement me paraît très politique pour l'époque. Bah, en fait, ils se font... On spoil. On peut en avoir on peut spoiler, c'est sorti en 2006. Ils se font embarquer avec une arrivée de migrants sur la côte italienne. Ah. Et donc, vraiment, ils se retrouvent à partir avec... et en fait, quand je suis retombé dessus, je me suis dit, genre, c'est marrant parce que cet aspect-là, je le voyais pas forcément dans les autres. Tu vois, et ils se sont permis ça. Bon, et puis voilà, Michel Blanc, ça fait chier, quoi. Bien sûr. Et le fait aussi, sans transition, du coup, d'en voir 3, ça fait envie ou pas ? De faire des suites ? Ouais. Une suite de la comédie française, c'est marrant, on nous pose souvent la question en avant-première. Est-ce que ça s'y prête, en fait ? Je ne sais pas, ça s'y prête. Tu trouves toujours un prétexte pour faire une suite, ça c'est pas trop le souci. Avec Bertrand, on se pose pas du tout cette question. On va voir la sortie du film, comment ça se passe et la vie du film. Après, on verra. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de retravailler ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'on a d'autres idées, qu'on a envie de travailler. On a aussi envie, je pense, de ne pas faire que des films sur la comédie française. Bien sûr. Mais si un jour on a la bonne idée et que la comédie française a envie de renouveler l'expérience, oui, pourquoi pas, on verra. Une petite dizaine, comme Fast and Furious. Non, peut-être pas 10. Non, peut-être pas 10, mais en parlant, en s'amusant à parler d'une suite du film, on a des idées, on se dit, tiens, on pourrait faire ça, comme ça. Mais bon. Puis il y a aussi un phénomène chouette, c'est qu'il y a aussi le renouvellement de la troupe qui amène aussi un truc un peu chouette. Cool. Je t'en propose un autre, il n'y a pas de jaquette encore, décidément. Ouais. Ah d'accord, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là, je t'en propose un autre, c'est de Notre Cheese, qui est un film américain pour le coup. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ça tourne à Manhattan. Non, c'est Saturday Night de Jason Reitman. J'ai vu des extraits. J'ai vu des extraits parce que en écrivant le film, Clémence Dargent, donc la 4e scénariste, nous a parlé de ce film parce que donc Saturday Night Live, donc c'est l'histoire de comment s'est fait la première du SNL. C'est les heures qui précèdent l'enregistrement du New York, Saturday etc. Night Live. Donc elle nous a dit putain, il faut regarder ce film pour se nourrir, etc. Moi, j'avoue que je l'ai pas vu en entier parce que je voulais pas non plus trop m'imprégner, mais j'ai vu des extraits. Bertrand l'a vu. Et je crois que ça a pas mal rassuré Bertrand, enfin tous d'ailleurs, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Bertrand, en fait de la crédibilité des choses. C'est-à-dire que forcément, quand on montre... notre film, c'est un film. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne se passeraient pas comme ça à la Comédie Française. Bon, quand tu vois le film le SNL, et de ce que m'en a dit Bertrand et Clémence, c'est qu'il y a plein de trucs, tu dis, bon, ça se passerait jamais comme ça, jamais tu attendrais une valide de texte à 10 minutes du truc ou je sais pas quoi, machin. Donc ça nous a un peu rassuré aussi sur le fait qu'il fallait pas avoir peur parfois de scénariser, de romantiser, de forcer le trait, d'accepter de raconter une histoire, quoi. Et de dire on fait un film, sinon on fait un documentaire sur la Comédie Française, et bon, c'est autre chose.
Donc voilà, donc je l'ai pas vu, mais évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas sorti en France, c'est sorti sur les plateformes. Ouais, je crois que la sortie aux États-Unis a pas été très positive en termes de box-office. Ouais. Et du coup, ils ont annulé la sortie salle France. Bon, moi je l'ai vu du coup et je t'encourage à le regarder parce que pour le coup c'est très différent dans le ton, dans l'esthétique et tout. C'est très, on sent vraiment l'énergie du Saturday Night Live. Ouais. Je pense que malheureusement on l'a pas eu en France aussi parce que ça fait pas vraiment partie de notre culture. Bien sûr. Mais je pense malgré tout qu'il y a un vrai public pour ça, donc sur les plateformes, je t'encourage à le regarder, je vous encourage à le regarder. C'est vraiment une chouette proposition. Je le regarderai. Et qui je trouve, est assez complémentaire avec ce que vous avez fait. Très bien. Voilà. Tu l'as bien vendu en tout cas. Ben, j'espère. Ouais, très très bien. Il y a vraiment le mec qui joue Jim Bellucci. Ouais. Qui est un sosie. Vraiment, c'est vrai. C'est hyper troublant, quoi. Putain, faut que je vois. Et il y a plein de personnages comme ça. Alors, et j'ajoute qu'il y a un bon documentaire, je sais pas s'il est encore dispo, mais un bon doc sur Canal pour les 50 ans du SNL. Il y a eu 4 épisodes pour raconter les coulisses du SNL. Et il y a, je sais pas si c'est le premier épisode, enfin bon, bref, c'est une anthologie de toute façon, donc documentaire, qui raconte une semaine de comment se font les SNL. C'est génial. Entre du dimanche au samedi. Mais je le regarderai. Parce que dans le film, il y a aussi toute une dimension sur les dirigeants de ces networks-là. Justement, comment ils se tendent un peu des pièges pour des raisons politiques aussi, de gestion des chaînes et tout. Bien sûr. Et quand on voit la dynamique qu'il y a autour des networks américains en ce moment, si ce qui est dit dans le film est vrai, ça veut dire que c'était déjà le cas il y a longtemps, rien n'a changé finalement, on est toujours au même point, quoi. Donc, mais je vais regarder le documentaire, ça m'intéresse quand on s'échange des recos. Bah bien sûr, j'espère bien. Et on termine par notre petit poulet crispy, notre pièce de résistance. Pièce maîtresse. Qui est ton choix. Ouais. Et ton choix, c'est Le sens de la fête, de Nakache Toledano. Oui, parce que je parlais tout à l'heure de cette forme de film où il y a un personnage central qui a un objectif et qui est le leader rythmique et qui est entouré de Zozo. C'est typiquement le rôle de Bakri dans ce film que je trouve super, que je trouve vraiment très 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 réussi. Parce que Bakri est hyper attachant, comme très souvent dans ses films, mais particulièrement dans celui-là. Que chaque personnage autour de lui, Gilles Lelouch là, qui fait le chanteur ringard, Rouve qui fait le photographe, Alban Ivanov qui remplace, Benjamin Laverne. En cuisine, Benjamin Laverne, un mari évidemment, mais chaque personnage est vraiment très très bien campé, est vraiment très très bien dessiné, et t'as un plaisir à retrouver, tu perds les personnages un temps, puis tu les retrouves 10 séquences plus tard, et puis machin, t'es content de les retrouver, etc. Et je trouve que ce maillage est hyper intéressant, et ça a été tout de suite une référence pour nous en écrivant ce film, avec Bertrand, Pauline et Clémence, de se dire, voilà, c'est vers ça qu'il faut réussir à tendre, c'est comment on est en empathie avec tous ces personnages, ils sont tous lourds, ils ont tous leur côté relou, mais ils sont hyper attachants. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas dans ce film. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans le boulot des deux réalisateurs. C'est que, alors sur Le sens de la fête, mais même sur tous leurs films, et là j'ai vu Juste une illusion il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait ils aiment leurs personnages. Ils les aiment vraiment. Et du coup, ils les défendent. Ils ont évidemment des mauvais côtés, mais il les sauve, il les aime énormément, et ça se sent, et je trouve que c'est des films qui sont hyper réconfortants. Il y a une espèce de truc de je sais pas, de simplicité dans ce qu'ils font, pas du tout prétentieux, hyper bienveillant, mais bienveillant dans le bon sens, quoi, vraiment de bon, quoi. C'est ce que tu dis, en fait, d'aimer son personnage, ouais, quoi, ils aiment dans les ses personnages. bons et ses mauvais côtés. Et je trouve ça, mais je trouve ça très difficile à faire, et ils y arrivent à chaque fois hyper bien. C'est vrai que Jean-Pierre Bacri est un bon véhicule pour ça, parce que ça a déjà l'air d'être quelqu'un qui lutte contre lui-même, en fait. Bacri me fait pleurer. J'ai ouï dire que tu avais poncé une VHS de Didier en long, large. Ouais, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je crois que c'est avec Didier que j'ai compris ce que c'était l'ironie. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que Bacri, son rôle, ce personnage hyper cynique. En fait, j'ai découvert une manière de rire grâce à Bacri et à Chabat
avec Didier, et c'est un film que j'avais en cassette, et je l'avais vu une fois, deux fois, trois fois, et à un moment, je le regardais par bout. C'est-à-dire que je mettais, ma mère me disait viens manger, j'ai arrêté, j'avais machin, et je regardais 5 minutes, puis quand je finissais, je remettais au début, je regardais les 10 minutes du début. Voilà, et je le regardais comme tu scrolles aujourd'hui sur ton téléphone, 10 minutes, et puis tu fais autre chose. Ben voilà, j'aime Bakri, je suis amoureux de ce mec. Et ouais. Ça fait deux génies comiques qui sont partis il y a pas un peu tôt longtemps, quand même. c'est clair, ça fait chier. c'est clair. Je crois que tu as déjà collaboré avec les réals. Ouais, j'ai collaboré avec eux. Ils ont réalisé un court-métrage qui s'appelait Le Bon Vivant, qui était pour une association, un truc pas très rigolo, l'association pour le fils de Chenet, donc Ferdinand Chenet, qui est décédé d'un accident de voiture avec un mec alcoolisé au volant. Et donc c'était une espèce de spot de prévention, mais un spot plus avec une belle réalisation. Et donc c'était une espèce de petit court-métrage. Et c'était un truc où on avait très très peu de texte avec la bande de potes avec qui je jouais. Mais c'était hyper agréable de travailler avec Eric et Olivier. Et je les ai vus travailler. Alors très peu de temps, c'était un court-métrage, on a tourné ça en 2 jours, 3 jours. Enfin, il y avait plein de décors, donc quand même il y avait un peu de trucs, mais c'était, j'ai adoré leur manière de fonctionner, où c'était très fluide, où c'était, ils se marchaient pas dessus, il y en a un qui venait de donner les indications, et puis l'autre était à la caméra, et c'était très simple, et puis ils avaient toujours des bonnes idées, ils rajoutaient des trucs, ils laissaient tourner la caméra, ils disaient, attends, ah non, et fais ça, et maintenant dis-le comme ça, et maintenant, et c'était, c'était génial, et surtout la chance de les rencontrer, d'avoir bouffé avec eux pendant ces 3 jours, et d'avoir eu plein d'anecdotes sur comment ils ont fait les films, comment c'était galère, comment ils ont cru que Intouchable allait se faire, puis en fait plus du tout, et puis c'est quand même fait, et puis après le succès qu'on connaît. Et c'est hyper motivant. Bon, on n'a pas fait beaucoup de formats interview, puisque c'est un programme qui démarre, mais en fait, ça revient souvent. On a parlé 2 fois de comédie, la dernière fois c'était avec Léo Grandperret, que tu connais bien. Et en fait, qu'on adhère ou pas complètement au film et tout, force est de constater que ils ont fait des trucs. En fait, ils arrivent à faire des films, des comédies populaires intelligentes, et à respecter le spectateur, et à mettre du fond, et avec à chaque fois des comédiens extraordinaires. Et c'est franchement, c'est une proposition hyper rafraîchissante. Enfin, quand ils arrivent avec Intouchable, qui n'est pas leur premier film évidemment, mais quand ils arrivent avec Intouchable, ils arrivent à faire une comédie hyper forte et en même temps irrévérencieuse, où tu rigoles énormément et à la fin tu chiales. C'est très fort. Avec un box-office colossal à la clé. Bah oui, bien sûr. Qu'on vous souhaite pour de la comédie française. Voilà, on se le souhaite aussi, mais même moi on prend. Bah merci beaucoup Martin. Non, merci, cool. C'est toujours intéressant de parler de cinéma. Et du coup, de la comédie française en salle le 22 juillet. Juillet. Merci beaucoup. Merci à toi.